Camarades, le podcast. Premier podcast avec des débats et des discussions entre camarades de toute la gauche. La camaraderie nous invite à discuter, à parler ensemble, dans la franchise et dans le respect. Bonne écoute. Camarades, épisode 9 aujourd'hui. Je suis très heureux de recevoir notre première invitée, Chloé Ridel, porte-parole du Parti Socialiste, dans quelques instants. Mais avant, je vais vous présenter nos 3 camarades du jour, présents avec nous aujourd'hui. Cyrine, engagée auprès de Génération S, qui est quand même une habituée du podcast. Bonjour Cyrine. Bonjour, effectivement, je commence à m'habituer. Je pense que les personnes qui écoutent le podcast commencent aussi à s'habituer à ma voix, je pense. Abderrahim, engagé auprès du Parti Socialiste et des Jeunes Socialistes. Bonjour à toi. Bonjour à tous, merci pour l'invitation Baptiste. Avec plaisir. Et Emma, engagée également auprès de Génération S. Bonjour Emma. Dans la Nièvre, je crois, c'est bien ça ? C'est ça, merci Baptiste, dans la Nièvre. Merci d'être présente pour la première fois dans le podcast Camarades. Alors avant d'accueillir Chloé Ridel, on va faire comme à l'habitude, on va faire une petite revue de presse, on va passer un petit peu sur quelques sujets et je vais vous demander de réagir sur 2-3 points d'actualité. Le premier point d'actualité, ce sont les affaires judiciaires qui concernent quelques personnalités politiques, notamment la seconde mise en examen de Nicolas Sarkozy, le procès à venir d'Éric Dupond-Moretti, et on va se poser la question, je vais vous laisser la parole. Est-ce que nous sommes trop laxistes avec les accusés en politique ? Pour ajouter une information, c'est sorti aujourd'hui, Elisabeth Borne assure que le ministre de la Justice quittera le gouvernement s'il est condamné. On la remercie quand même d'acter ce point-là. Il manquerait plus qu'il reste alors qu'il est condamné. Cyrine ? Moi, le constat que je me fais, c'est encore une fois, c'est que on a beau être choqué, on n'est plus surpris et que ça devient malheureusement une banalité d'avoir des dirigeants politiques qui ont des affaires judiciaires, qui ont des casseroles. Concernant Nicolas Sarkozy, c'est le Saint Graal, le pompon sur la Garonne, j'ai envie de dire. Je milite vachement pour l'exemplarité en politique et je pense qu'il représente tout ce qu'il ne faut pas être en politique. Concernant Dupond-Moretti, ça fait quand même déjà un bon bout de temps. Et que, comme tu l'as dit, encore heureux qu'Elisabeth Borne nous dit que s'il était condamné, il quittait le gouvernement. Et que ce que j'ai envie de dire, c'est que je crois dur comme fer à la présomption d'innocence, mais que le souci, c'est que quand on est en politique, même si on n'est pas encore condamné, et donc on est présumé innocent, on est censé quand même se retirer. Ça, c'est mon point de vue à moi. Donc ça, en fait, juste, ça me surprend plus et ça m'énerve même plus. Je suis juste déçue encore une fois. Ça devient beaucoup trop banal. Donc toutes ces affaires là qui ressortent, je souffle simplement et je me dis que, j'ai pas envie d'être défaitiste, mais que on est tellement en train de s'habituer que maintenant les gens disent oui, mais ce que lui a fait est pas si grave que ça, alors qu'on on devrait juste dire qu'à partir du moment où on a des problèmes judiciaires, on se met en retrait. Si on est innocenté, on peut revenir. Et encore, on sait que malheureusement, innocenté ne veut pas toujours dire qu'on ne l'a pas fait. Et par rapport à, je me souviens plus exactement de ta deuxième question. Est-ce qu'on est trop laxiste ? Oui. On l'est totalement. Moi, pour être juriste en droit pénal, ce que je vois, c'est que quand on est une personne politique, on bénéficie d'un privilège d'office. François Fillon, condamné à 4 ans, dont 2 ans en prison, n'a jamais vu une cellule de prison. Nicolas Sarkozy, je vous en parle même pas. Il y en a aucun. Le seul à la rigueur, c'est Dominique Strauss-Kahn, mais parce que c'était aux États-Unis. Et encore, je suis même pas sûre qu'il ait fait de la prison. J'ai plutôt en tête. Je trouve qu'on est extrêmement laxiste et que parce que c'est une personne politique, on se dit, elle ne va pas aller en prison. Pas parce que elle a de la prestance, mais parce que souvent les juges se disent que si cette personne va en prison, elle risque d'être en danger. Il y a des quartiers de protection, il y a des quartiers en isolement, mais le fait que quand on est en politique, on ne va pas en prison, je trouve que ça renvoie un message d'impunité de si t'es en politique, en soi, tu peux faire ce que tu veux, parce que dans tous les cas, tu bénéficierais d'une immunité que même si t'as ton casier judiciaire, ça ne va pas t'empêcher d'être élu, ça ne va pas t'empêcher de continuer à siéger, et ça ne va juste pas t'empêcher de
de continuer ta carrière politique. Donc on est beaucoup trop laxiste selon moi. Moi, dans mon monde idéal, j'ai envie de dire, c'est une mise en retrait d'office. Puis en cas de condamnation, tu reviens pas. Donc ce qu'a dit Elisabeth Borne, j'ai envie de lui dire encore heureux, quoi. Oui, absolument. Abderrahim. Alors, pour revenir sur ce que Cyrine disait par rapport à DSK, il a fait seulement 4 nuits dans la prison. Au bout de la 5e, vers 17h, il a été tout simplement acquitté, si je peux utiliser ce terme-là. Je trouve ça scandaleux. Ouais. Et en vrai, t'as beaucoup résumé plus ou moins ma pensée. Je pense que la présomption d'innocence, c'est important, parce que si jamais, dès qu'il y a la moindre accusation, la personne est 100% coupable, on oublie la présomption d'innocence, en fait, ça devient beaucoup trop facile de dire, un tel a fait ça, un tel a fait ça, elle a fait ci, il a fait ça, hop là. Voilà, maintenant, toi tu me saoules, boum, je vais aller balancer quelque chose sur toi, que ce soit vrai ou faux, on t'allume. Et je pense que, malheureusement, quand tu es accusé de quelque chose, même si au final, le tribunal, qu'il soit juste ou pas juste, parce qu'on peut remettre en cause beaucoup la justice française sur pas mal de sujets, si jamais tu as été innocenté, il y a quand même des personnes qui vont continuer à te croire coupable, et en fait tu n'es jamais 100% innocent. Tu n'en sors jamais indemne quand tu reçois une accusation. Pour ça que je trouve que c'est pas des sujets à prendre à la légère, et comme tu l'as très bien dit encore une fois, les politiciens, moi je prends beaucoup plus large, je prends pas que les politiciens, que ce soit les politiciens, les fils de riches, les personnes qui sont influentes dans le commerce et dans le business et tout ce qui va avec, ils sont très rarement condamnés. On peut voir encore tout récemment quand il y a eu l'histoire de comment il s'appelle, Andrew Tate, il a été rapidement innocenté. On peut voir Katniss qui est venu et qui est reparti en dansant la Zumba, normal, à l'aise comme Blaise. Et il y a plein d'autres cas comme Sarkozy et encore. Non, Cyril, il me semble qu'Andrew Tate avait été il est sorti avec son frère. En fait, il était sorti, sauf qu'ensuite, quand il y a tout le truc en Roumanie machin, là, il est toujours en prison. T'es sûr? Parce que il me semble qu'avec l'histoire de la pizzeria là en Roumanie, au bout de quelques mois, il l'avait relâché. Ah, ça, Même il avait fait un tweet en mode la Matrix ne mourra pas et tout ça, ouais. là. Ah, ok, j'avais pas l'info, ouais. Donc, moi, quand je vois des gens comme ça, je me dis, mais, en fait, tu peux faire ce que tu veux sur Terre à partir du moment où t'as de la thune et que t'es influent, tu passes à la trappe, hein. Je parlais de Katniss, moi, par exemple, je trouve ça totalement scandaleux qu'on ait un député encore qui soit à l'Assemblée nationale après avoir giflé sa femme. Je veux dire, quel exemple on donne aux gens? Sincèrement, ça veut dire que demain, tu peux frapper ta femme, t'auras rien du tout. Il a même pas eu, je sais pas s'il y a eu une amende, mais je pense pas. Il a eu, juste le salaire qui n'était pas distribué pendant les 4 mois. J'ai envie de dire, avec les salaires qu'il a eu avant, c'est pas 4 mois sans salaire qui vont le tuer. C'était limite des vacances plus qu'autre chose. Je suis désolée de te couper la parole. C'est pas qu'il a pas eu de salaire, parce qu'il a continué à siéger. Il était juste pas inscrit dans le groupe La France Insoumise, donc il a eu son indemnité pendant les 4 mois. C'est encore pire. Sacrée punition, waouh. Vous êtes en train de refaire le débat que vous avez eu sur Twitter il y a pas longtemps. C'est possible. Mais voilà. Donc moi, pour pas trop tarder sur ce sujet-là, je pense qu'on est beaucoup trop laxiste. Mais à la fois, c'est quand même très difficile d'être intraitable pour ce genre de choses, dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure et comme Cyril l'a dit, la présomption d'innocence et le fait que si t'es innocent, tu ne l'es jamais à 100% à partir du moment où tu as eu des accusations. On peut voir pas mal de personnes, j'ai pas de nom en tête là maintenant, mais ça m'est déjà arrivé de voir des personnes se faire accuser de certaines choses et qu'après que la justice ait traité l'affaire et que il y avait pas d'ambiguïté, c'était clair et net, la personne était innocente, son image est quand même entachée. Donc et je rejoins Cyrine pour terminer encore une fois de plus. En fait, elle a tout résumé. J'aurais même pas dû prendre la parole. À partir du moment où tu as un chef d'accusation sur toi, tant que tu n'es pas innocenté à 100%, tu quittes ton poste. Ou au moins tu te mets en retrait. Si tu veux pas quitter, tu te mets en retrait, tu te fais petit, voilà. Tu vas pas faire tous les plateaux télé, tu vas pas continuer à gueuler sur Twitter ou sur X maintenant. Voilà, t'essayes de faire profil bas. Très bien, merci. Je continue. Oui, vas-y, rapidement, comme ça on accueillera Chloé après en suivant. Et encore pire, tu ne pars pas
mener des grosses communications, des grosses campagnes de com en disant que c'est un complot contre toi, que c'est juste à destination de ta destruction, que c'est tout ça c'est monté de toutes pièces pour t'atteindre machin, parce que c'est ce qui s'est passé avec Quatennens, c'est ce qui s'est déjà passé avec Mélenchon, c'est ce qui se passe actuellement notamment avec Chikirou, c'est ils sont en train de monter un cercle de complotistes en disant non mais on est totalement innocent, c'est contre notre personne, au lieu de se faire profil bas. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Oui, c'est très intéressant et je pense qu'il faudrait qu'on passe quelques moments à parler de ce genre de situation particulière et générale. Et ça pose la question aussi de l'immunité parlementaire qui, dans quelques cas, ne veut pas être levée. Emma, toi qui es juriste, je veux bien ton regard sur ce dont nous sommes en train de parler. Moi, je suis juriste, mais je suis juriste plutôt spécialisée en contentieux de l'asile et des étrangers. Donc, pour le coup, Cyrine, en droit pénal, va être bien plus calée que moi. Non, moi, je m'aligne complètement sur ce qu'ont dit Cyrine et Abderrahim. J'aurais juste rajouté quelque chose, c'est le lien de confiance, en fait. Que ce soit des personnalités de gauche, de droite, centristes ou tout ce qu'on veut qui soient accusés. Ça pose la question du lien de confiance entre les élus et les électeurs. Et c'est un problème déjà qu'aujourd'hui les gens ne vont plus voter, les gens ne font plus confiance en leurs élus. Donc simplement ce serait une question d'honnêteté et de décence qu'à un moment donné, de démissionner quand on a des accusations, au moins le temps d'être innocenté ou le temps du procès, simplement pour dire, voilà, moi, je me représente devant mes électeurs parce que les électeurs m'ont fait confiance à un moment T, où je n'avais pas d'accusation, où je n'avais pas de procès en cours, et je me représente ensuite devant les électeurs et à eux de décider si malgré ce qui s'est passé, je suis encore, disons, digne d'être élu et de les représenter. Voilà, moi, c'est simplement ce lien de confiance qui, je pense, est déjà très bancal en ce moment et qu'il est nécessaire de replacer au centre de toutes les questions politiques. Ça veut dire, Emma, si je suis un petit peu ta pensée, qu'on n'a pas forcément trouvé le bon système démocratique pour pouvoir, et on en parlait avec Cyrine aussi, le bon système pour mettre à l'écart un petit peu pendant un moment, procès, accusations, etc., etc., et la personne peut revenir. On n'a pas ce système en France. Je pense même pas forcément que ce soit une question de système. On a effectivement le juge qui peut décider en fait d'une condamnation de dire qu'il est interdit de se représenter pour telle et telle élection durant un temps. Je pense que c'est simplement une question d'honnêteté et une question de morale personnelle. C'est est-ce que moi, face à mes électeurs, j'ai assez de morale pour dire j'ai été accusé à tel moment. Est-ce que je peux toujours les représenter et avoir ce lien de confiance avec eux ? Moi, je pense que c'est pas possible. Je pense que, là, en l'occurrence, on parlait d'Adrien Quatennens. Je pense que c'est compliqué. Je me mets à la place, par exemple, des électeurs de sa circonscription. Si, en tant que femme, j'avais voté pour lui dans sa circonscription, que j'avais entendu ensuite cette histoire, moi, j'aurais aimé qu'il démissionne, quitte à se représenter aux prochaines élections. Et là, les électeurs décideront à nouveau, mais c'est simplement une question de morale et d'honnêteté personnelle face aux gens qu'on représente. Merci Emma et merci à vous trois d'avoir donné votre regard sur ce sujet-là. Je ne doute pas que nous y reviendrons dans d'autres épisodes du podcast Camarade. Il est venu le temps d'accueillir notre première invitée du podcast Camarade, Chloé Ridel, porte-parole du Parti Socialiste. Bonjour Chloé. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Très très bien. Super. Merci d'être là. On va discuter avec entre camarades, on va se dire les choses avec franchise et avec respect. C'est un petit peu la façon de faire du podcast Camarade. Et j'aimerais si tu es d'accord, et j'aimerais qu'on rebondisse un petit peu avant de parler d'élections européennes. J'aimerais qu'on rebondisse sur ce dont nous sommes en train de parler parce que ça peut faire le lien avec un de tes engagements qui est le jugement majoritaire et notamment dans cette démarche mieux voter. Ce que disaient nos camarades d'une certaine façon, c'est qu'il faut peut-être faire évoluer des façons de faire pour être plus en accord avec la volonté du peuple, avec la volonté des gens. Et cet engagement qui est le tien, mieux voter, le jugement majoritaire, est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots ? Oui, alors Mieux voter, c'est une association que j'ai créée juste après l'élection présidentielle de 2017 pour mettre en avant d'autres modes de scrutin, des modes de scrutin plus démocratiques que ce qu'on utilise. Donc c'est pour ça que l'association s'appelle Mieux voter, parce qu'en fait il y a des méthodes qui pourraient nous permettre de mieux voter, de voter de sorte à ce que nos opinions soient mieux prises en compte.
Là où le mode de scrutin qu'on utilise actuellement, qu'on appelle scrutin uninominal ou scrutin majoritaire, à 1 ou 2 tours, et ben en fait restreint nos opinions, ne prend pas en compte le vote blanc, ne nous permet pas de nous exprimer sur l'ensemble des candidats. Bref, donc c'est ce combat-là que j'ai porté avec Mieux voter pour améliorer concrètement la démocratie. C'est un sujet un peu différent de ce dont vous parliez avant. J'ai l'impression que vous parliez plus de l'exemplarité en politique, tout ce genre de choses, mais ça rentre effectivement dans les initiatives qui visent concrètement à améliorer et à protéger la démocratie. Tu as le sentiment que le cadre démocratique aujourd'hui, certains parlent même de 6e République, le cadre démocratique actuel mérite d'être revu? Ah bah bien sûr. Je pense que c'est clair. Après, est-ce qu'on appelle ça 6e République ou pas? L'essentiel, c'est pas tant le chiffre qu'on donne, mais ce qu'on met dans une nouvelle constitution. Et puis, il y a pas que, enfin, pour changer les choses d'un point de vue démocratique, on peut faire plein de choses en dehors de la Constitution. Je pense que depuis notamment la crise des retraites, la réforme des retraites, il y a un avant et un après sur le plan démocratique, parce que cette crise, c'était une crise sociale avec une intersyndicale unie contre la réforme, du passage aux 64 ans, avec des Français dans leur écrasante majorité contre cette réforme. Donc une crise sociale, mais ça a aussi été une crise démocratique, parce que le gouvernement est passé en force sur cette réforme, on le sait tous, en s'appuyant sur un vote de confiance, parce qu'il a bien vu qu'il n'y avait pas de majorité au Parlement pour faire passer la réforme. Donc il a fait usage du 49-3 dans un contexte assez explosif. Et à l'occasion de cette crise des retraites, les Français ont bien compris que, en réalité, notre constitution, celle de la 5e République, permettait de les brutaliser et de brutaliser le Parlement, et à travers le Parlement, eux, en toute légalité. Donc ils ont bien vu qu'il y avait beaucoup de choses à changer dans cette constitution pour sortir de cette espèce de régime hyper présidentiel. On sait qu'il faut donner plus de pouvoir au Parlement, on sait qu'il faut permettre de faciliter l'usage du référendum. Ça fait 18 ans qu'on n'a pas organisé de référendum dans notre pays. Je pense que ça signale quelque chose de préoccupant. Donc voilà, il y a aussi des choses à faire pour la liberté des médias en France, pour protéger les journalistes. On est quand même dans un pays où vous avez 11 milliardaires qui possèdent 80% de la presse quotidienne. Ça, si on veut changer ça, c'est pas du domaine de la Constitution mais de la loi. On peut aussi travailler sur la question du cumul des mandats, notamment du cumul des mandats dans le temps. Moi, j'ai 32 ans. Gérard Larcher, il était déjà sénateur, j'étais même pas née. Ça fait 47 ans qu'il est sénateur. Donc je pense que voilà, le cumul des mandats dans le temps se pose aussi. Enfin bref, il y a plein de choses à changer et à penser pour concrètement améliorer la démocratie en France. Et ça, c'est urgent de se mettre autour de la table pour en discuter. Le président Macron avait, pendant sa campagne de 2022, promis qu'il lancerait ce qu'il appelait une commission transpartisane de réforme des institutions une fois qu'il aurait été élu. On n'en voit toujours pas la couleur. C'est très préoccupant, alors même que, en fait, quand on a été élu comme il l'a été, c'est-à-dire pour la 2e fois contre l'extrême droite, par défaut, avec un taux d'abstention très élevé, qu'on n'a pas de majorité au Parlement, la première chose qu'on doit faire quand on a été élu dans ce contexte-là, c'est quand même de créer justement cette commission de réforme des institutions et de mettre les choses à plat. La première chose qu'on doit faire, c'est ça, c'est pas passer en force sur la réforme des retraites. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Cyrine, peut-être, pour réagir? Non, moi je suis d'accord en tout point avec ce que Chloé vient de dire, hein, mais littéralement en tout point. On a une vraie crise démocratique. Peut-être que mon avis ne va peut-être pas être majoritaire à gauche. Alors, je suis pas contre une 6e République, je dis why not, mais de ce que m'a appris l'étude du droit constitutionnel et l'histoire constitutionnelle française, c'est que chaque changement de régime était en réaction à celui d'avant et donc reprenait celui d'encore avant. À chaque fois, c'était un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Alors qu'on a un mécanisme de réforme constitutionnelle, et je me dis, quand on a une extrême droite quand même de plus en plus présente, si on recommence tout à zéro, moi j'ai peur qu'il y ait pas mal de choses qui soient
qu'il soit abandonné, qu'il soit supprimé. Là où si on garde la Cinquième République, mais en réformant la Constitution, parce qu'on a cet outil-là, je pense qu'on peut réussir à faire pas mal de choses. L'extrême droite, par exemple, est contre le Conseil constitutionnel. Or, je trouve que c'est un mécanisme qui protège pas mal. Je suis pas forcément d'accord avec toutes les décisions, mais il y a tellement de décisions où ils nous ont aidés. Ils ont été dans le sens de la population parce que, eux utilisent le droit et la Constitution. Hein. Donc, je suis pas forcément pour une sixième République, mais plutôt réformer profondément nos institutions et notre Constitution. Mais sinon, non, outre ça, je suis d'accord avec ce que Chloé disait. J'avais une question pour toi, Chloé. L'association Mieux Voter, dont tu nous parles, quelle est sa mesure première et principale? Ce qu'elle prône en premier, sa mesure phare, ce serait quoi pour toi? Bah nous, ce qu'on a défendu pendant longtemps, c'était le scrutin par jugement majoritaire. Alors je vous ai pas tout expliqué tout à l'heure parce que si je veux vous expliquer Mieux Voter, ça prend du temps honnêtement. En fait, c'est ce qu'on prône, c'est une révolution de la façon dont on vote, une révolution de l'élection. Et pour que on comprenne en quoi c'est important, il faut d'abord expliquer pourquoi aujourd'hui on vote mal. En réalité, nos modes de scrutin, la façon dont on vote, ils ont été mis en place au moment de la Révolution française, au moment de l'arrivée de la démocratie en France. Hein. Et aujourd'hui, vous avez l'ensemble de la communauté scientifique internationale qui s'accorde pour dire que la façon dont on vote est la pire façon. Et il y a plein d'autres façons de voter qui permettent en réalité de mieux prendre en compte les opinions des électeurs et donc d'arriver à des choix in fine plus démocratiques. Pourquoi est-ce qu'on vote mal? Parce qu'en fait, le mode de scrutin qu'on utilise ne prend pas bien en compte l'opinion des électeurs. Il mesure mal l'opinion. Or, le but d'une élection et d'un mode de scrutin, c'est de mesurer l'opinion et la légitimité de chaque candidat dans cette opinion. Et quand on vous demande de voter pour une seule personne, sans savoir si par ailleurs vous votez pour cette personne par adhésion ou par rejet d'un autre candidat ou par défaut, tous les votes pour un candidat sont assimilés à des votes d'adhésion, alors même que c'est pas forcément ce que l'électeur a voulu dire. Donc il y a plein d'informations qu'on saisit pas, qu'on ne peut pas mesurer avec ce mode de scrutin. Et par ailleurs, vous pouvez pas dire ce que vous pensez des autres candidats. En fait, tous les candidats sont jugés d'une certaine façon, hein, c'est ça? Avec le jugement majoritaire, oui, ça change complètement la façon dont on vote. C'est-à-dire que plutôt que de voter en choisissant un candidat sur X candidats, on va évaluer l'ensemble des candidats à l'aide de mentions. C'est un langage, des mentions qui vont de excellent à rejeter, et c'est un mode de scrutin qui permet en réalité de prendre en compte l'opinion des gens de façon beaucoup plus complète et beaucoup plus nuancée. Et donc c'est un mode de scrutin qui est utilisé en France, notamment pour ce qu'on appelle des budgets participatifs que beaucoup de communes organisent. C'est le cas à Paris. Paris, depuis 2021, utilise le mode de scrutin par jugement majoritaire pour conduire son budget participatif. Le budget participatif de la mairie de Paris, c'est quand même 100 millions d'euros, donc c'est pas rien. Et donc nous, avec Mieux Voter, on défendait le scrutin par jugement majoritaire, qui a aussi été utilisé pendant la primaire populaire, où 400 000 personnes quand même ont voté. C'était une initiative citoyenne assez majeure. Et puis on défend d'autres modes de scrutin que le jugement majoritaire, mais qui améliorent l'existant, comme par exemple ce qu'on appelle le vote par approbation, qui est un mode de scrutin qui en fait vous permet d'approuver autant de candidats que vous le souhaitez. Donc vous avez plus à voter utile, ce qui est une frustration majeure du mode de scrutin qu'on utilise actuellement. Il vous force à voter utile, c'est-à-dire que voter utile, c'est quoi? C'est que vous allez voter pour pas pour la personne que vous préférez, mais pour la personne dont vous estimez qu'elle a le plus de chances de remporter l'élection. Et ça conduit à des accidents démocratiques. Donc avec le vote par approbation, si par exemple il y a 5 candidats de gauche, vous pouvez tous les approuver, et c'est pas parce que la gauche est divisée que a priori elle perdra l'élection, parce que ça, sur le plan mathématique, ça n'a aucun sens, que parce qu'il y a plusieurs candidats de gauche, en fait la gauche perde. Donc avec le vote par approbation, on pourrait sortir du vote utile et arriver à des choix qui reflètent beaucoup mieux l'opinion en réalité des électeurs. Voilà ce qu'on faisait avec Mieux Voter, et c'était pas des sujets faciles mais importants, parce qu'en réalité le mode de scrutin, ça c'est la clé de voûte. C'est la clé de voûte du système électoral, du jeu électoral, et quand on touche au mode de scrutin, derrière il y a des conséquences à la chaîne.
et c'est très important. Et en fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent frustrés quand ils sortent de l'isoloir. Ils ont l'impression de pas avoir pu s'exprimer, de pas avoir pu exprimer leur opinion. Et donc nous, avec Mieux Voter, on a mis des mots sur ce que beaucoup de gens ressentaient, sur le dégoût des gens de devoir voter utile, sur le dégoût des gens de devoir voter par défaut, et sur le refuge aussi de l'abstention, avec des gens qui, parce qu'ils n'ont pas envie de voter pour quelqu'un, et ben rationnellement s'abstiennent, alors que si demain on avait un mode de scrutin qui leur permettait d'exprimer leur opinion, aussi bien dans l'adhésion mais aussi dans le rejet, et ben peut-être qu'ils reviendraient pour s'exprimer dans les urnes. Voilà. Sujet très très intéressant et très passionnant. Avant de parler des élections européennes, parce que c'est un sujet sur lequel tu es beaucoup engagé, et puis les élections qui arrivent vont forcément nous obliger à en parler aujourd'hui et dans d'autres prochains épisodes du podcast Camarades. J'aimerais qu'on s'arrête, Chloé, si tu es d'accord, quelques instants sur un autre sujet. On en parle beaucoup dans le podcast Camarades, c'est le choc des générations qui peut y avoir sur les plateaux de télé, dans les débats publics, ou même dans la rue au quotidien. Et je me rappelle, pour tout dire, au début, quand tu étais sur certains plateaux de télé, j'ai senti je veux bien ton regard sur ça, j'ai senti un certain mépris de certains sachants ou experts envers toi qui étaient très agressifs vis-à-vis de ta pensée. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est une réalité ? Ah non, je crois que tu as raison. Parfois, ça m'est arrivé. C'est vrai. Parfois, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé sur tout un tas de sujets, mais beaucoup sur les sujets européens, effectivement, sur la guerre en Ukraine, etc. Où en fait, faut quand même dire les termes, quoi. À chaque fois, c'était des hommes d'un certain âge, quoi. Qui pensaient me faire des cours d'histoire alors que j'en avais pas besoin, j'étais juste pas d'accord avec eux. Donc oui, parfois tu peux ressentir ce côté un peu générationnel qui clash, surtout voilà quand t'es une jeune femme face à des vieux monsieur. Il y a pas longtemps, j'étais en débat avec Hubert Védrine par exemple à la Fondation Jean Jaurès. Dans ces moments-là, tu sens vraiment le clash générationnel parce que en fait, les générations, ça compte. C'est-à-dire que moi, je suis pas pour qu'on soit dans un combat entre jeunes et vieux. Je trouve que ça n'a pas de sens. Mais pour autant, il faut prendre en compte que, en fonction du moment où tu es né et l'époque auquel tu as grandi, tu vois peut-être les choses d'une manière particulière. Moi, je suis née en 91. Je suis née un mois pile avant la dislocation de l'URSS, donc la fin officielle de la guerre froide. Donc, j'ai pas connu tout ce monde-là. J'ai grandi dans la décennie 90 où les choses, même s'il y avait beaucoup de détresse à travers le monde, mais ou en tout cas au niveau européen, c'était une décennie qui était plutôt optimiste. Et après, en réalité, arrivé à l'adolescence et à l'âge adulte, je n'ai connu que des crises. La crise économique et financière à 18 ans, en 2008, ensuite la crise des dettes souveraines, ensuite le Brexit, ce qu'on a appelé la crise migratoire, ensuite la pandémie de Covid-19, et puis en toile de fond de tout ça, le mur climatique, la catastrophe écologique. Donc on est, nous, une génération qui ressentons une responsabilité particulière, une sorte de lourde tâche de déconstruire ce monde qui n'a pas fonctionné et aussi d'en reconstruire un autre. Donc je crois que c'est à la fois vertigineux, mais c'est ce qui en tout cas moi motive mon engagement tous les jours. Je me dis qu'on a une responsabilité et qu'on n'a pas le droit de ne pas participer à la reconstruction d'un monde qu'on nous laisse un peu à la dérive, pour ne pas dire en lambeaux. Abderrahim, tu veux réagir sur ce sujet-là, choc des générations, manque d'écoute vis-à-vis des jeunes ? Toi qui es engagé auprès des jeunes, Moi, je le ressens, mais pas du tout de ce côté-là. Je le ressens plutôt dans le sens où, en fait, malheureusement, le problème vient des deux côtés. On a les jeunes un petit peu qui sont là en mode non, mais lui c'est un vieux, elle c'est une vieille, elle est dépassée, il est dépassé. Et inversement, on a les vieux qui J'aime pas utiliser le terme que ce soit vieux, éléphant, tout ça, là, moi, c'est pas trop mon délire. Et j'entends souvent dire, ouais, mais les jeunes, ils connaissent rien, ils viennent d'arriver, ils veulent nous donner des leçons. Moi, je pense que c'est surtout que c'est pas les mêmes époques, donc c'est pas les mêmes éducations, pas les mêmes, divertissements, loisirs. Je veux dire, actuellement, un jeune de 15 ans ne va pas faire les mêmes activités qu'un jeune de 15 ans il y a 40, 50 ans, par exemple.
Donc, je pense qu'il faut que tout le monde puisse mettre un petit peu d'eau dans son vin pour essayer de comprendre un petit peu la personne en face de soi. Parce qu'en fait, si on continue comme ça, ça va juste commencer à casser, comme il y a eu la casse quand il y a eu le forum des jeunes européens de la NUPES avec comment elle s'appelle, Emma Rafovic, qui, je crois que c'était le même week-end que la convention. Et on entendait des restez dans vos salles sombres, ou je ne sais plus ce que Emma disait, et vice versa côté convention, ils étaient pas contents, ça commençait à allumer Emma. Moi je pense que voilà, il y a des combats bien plus importants à mener que de se battre entre nous, entre générations, et surtout quand c'est dans le même parti ou quand c'est dans le même côté de l'échiquier politique. Quand on voit la montée de l'extrême droite, quand on voit tout ce qui se passe au quotidien autour de nous, il y a beaucoup plus important. Entre générations, pas entre générations S. Emma. Ah oui. Emma, tu veux réagir sur ce sujet-là? Ouais, moi simplement, je suis assez d'accord. Je pense qu'effectivement, de toute façon, il y a des manières de militer qui, par rapport à il y a 30 ans, sont différentes. Il y a des manières de penser qui sont différentes, des débats de société qui sont différents, que certaines générations peuvent parfois avoir du mal à comprendre ou à admettre ou à suivre. Ce que je trouve dommage, c'est que, par exemple, là aujourd'hui, on a les jeunes organisations, enfin les organisations de jeunesse qui ont construit ce forum européen des jeunes NUPES avec 166 propositions. Et ce que je trouve dommage, c'est que les chefs de parti, les dirigeants des partis, malgré cette dynamique de jeunesse, n'ont pas été capables, certains, de suivre et de poursuivre leur travail et de donner toute confiance en les organisations de jeunesse. Et donc ça c'est difficile et ça crée malgré tout je pense un gap générationnel et voilà, c'est dommage, mais ça n'empêchera pas que après il pourra exister toujours une liste commune pour ceux qui le souhaiteront, mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Emma, chers camarades, si vous voulez poser une question à Chloé ou si vous voulez réagir sur le sujet de l'Europe qui va arriver là maintenant, n'hésitez pas. Chloé, le Parti Socialiste vient d'acter il y a quelques jours sa liste autonome par un vote interne. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la situation actuelle? La situation actuelle, c'est que effectivement, il y a eu un vote jeudi 5 octobre sur 2 textes programmatiques qu'on a travaillé pendant plusieurs mois au sein de la Convention Europe du Parti Socialiste. Un texte programmatique et un texte sur la stratégie que nous proposons de poursuivre pour ces élections. Le programme que nous avons présenté aux militants, c'est le fruit de mois de travail avec les fédérations, mais aussi de beaucoup d'auditions de chercheurs, de chercheuses, de responsables associatifs. C'est un texte qui s'intitule « Faire basculer l'Europe », parce que nous pensons que le 9 juin prochain, cette élection elle est importantissime et que nous avons une occasion historique de faire basculer le Parlement européen le plus à gauche possible, compte tenu du fait que ces dernières années, on a ouvert une brèche en Europe. Une brèche dans l'Europe néolibérale, en fait à la faveur de plusieurs crises, la pandémie, la guerre en Ukraine, l'aggravation de la crise écologique. Progressivement, on a commencé à tourner la page de l'Europe d'avant, de 40 ans de politique, d'austérité budgétaire, de concurrence libre et non faussée à tout crin, de libre-échange, etc. Et là, on voit bien que ces solutions-là ne sont plus adaptées dans le monde dans lequel on vit. Et progressivement, du coup, l'Europe a appris à construire de la solidarité, à commander en commun des vaccins, à s'être endettée en commun sur les marchés pour pouvoir venir en aide aux pays les plus touchés par la pandémie, commence à créer une taxe carbone à ses frontières pour essayer de relocaliser des industries vertes en Europe, a pris ce qu'on a appelé le pacte vert, qui est un ensemble de normes écologiques parmi les plus ambitieuses au monde pour pouvoir cheminer progressivement vers la neutralité carbone en 2050, etc., etc. Avec la guerre en Ukraine, on est venu en aide là aussi à la résistance ukrainienne. On a su faire front, faire bloc
pour prononcer des sanctions historiques contre la Russie, mais aussi pour pouvoir acheter des armes en commun et les fournir à la résistance ukrainienne. Donc en fait, alors même que depuis 25 ans, il y avait une désunion totale des pays européens, on savait plus trop ce qu'on faisait ensemble, l'Union européenne s'enfermait dans des politiques antisociales, néolibérales. Là, on a vraiment le sentiment d'un sursaut ces dernières années, et que en fait, progressivement, l'Europe devient un levier de protection dans un monde qui est de plus en plus inquiétant, de plus en plus instable, de plus en plus conflictuel, et que cette Europe-là, on peut en faire un vrai levier de protection écologique, de protection sociale et même de protection démocratique. Et ça, c'est un grand espoir, parce qu'on sait bien que la France tout seule, l'Allemagne toute seule, l'Italie toute seule ne peut pas régler les problèmes et protéger son peuple dans la mondialisation qui est la nôtre aujourd'hui. On a besoin d'Europe pour réussir la bifurcation écologique. On a besoin d'Europe pour protéger les travailleurs, les salariés de la mondialisation dérégulée. On a besoin d'Europe aussi pour protéger nos démocraties, pour protéger la liberté de nos médias. Il y a en ce moment une directive qui est en discussion au Parlement européen qui justement vise à protéger les journalistes, à empêcher qu'ils puissent être perquisitionnés à leur domicile ou mis en garde à vue. Et c'est précisément ce qui est arrivé en France il y a 2 semaines, avec une journaliste enquêtrice, Madame Blavrieux, qui a été mise en garde à vue et son domicile perquisitionné. Donc on voit bien que même nous, le Français, on n'est pas à l'abri d'attaques de nos démocraties. Je parle même pas de la liberté des médias quand on voit ce qui s'est passé au JDD. Voilà, on a vraiment là une occasion, le 9 juin 2024, pour ces élections européennes, de faire entendre une voix forte et de faire comprendre aux gens que c'est très important qu'ils votent pour envoyer le maximum de députés européens de gauche au Parlement européen, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une régression libérale et puis d'une régression identitaire. On sait à quel point les extrêmes droites en Europe progressent, et il faudrait pas qu'à ce moment de l'histoire, notre continent bascule dans l'homophobie, dans la xénophobie, dans le rejet de l'écologie, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment des enjeux énormes pour ces élections. Et puis sur la question de la liste, j'entendais Emma et Cyrine aussi parler des tentatives qui ont été celles des jeunes de la NUPES d'arriver à faire en sorte qu'il y ait une liste unique. Moi, je pense que, comme beaucoup d'électeurs de gauche, on aurait été nombreux à souhaiter qu'il puisse y avoir une liste commune de la NUPES à ces élections européennes. Mais pour qu'il y ait liste commune, encore aurait-il fallu pouvoir discuter sur le fond. Les jeunes de la NUPES sont parvenus à le faire, mais pas les partis en eux-mêmes. Et s'il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent sur le fond, il y a aussi des choses sérieuses qui nous divisent sur la façon dont on voit la sécurité européenne, sur la façon dont on perçoit le projet européen tout court. Est-ce qu'on a besoin d'Europe ou est-ce qu'on a besoin de moins d'Europe, la façon dont on perçoit ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe à Taïwan, etc. Et donc il y a des choses qui nous divisent, et ça on n'a pas pu en parler parce que les écologistes ont tout de suite dit que ils ne souhaitaient pas en discuter, les communistes pareil, et donc on en arrive à la situation actuelle. Mais moi je pense qu'il faut absolument dédramatiser l'absence de liste commune aux européennes, parce qu'en réalité c'est un scrutin proportionnel à un tour. Et donc, ça n'empêchera pas la gauche d'avoir le maximum de députés au Parlement européen. D'ailleurs, les sondages montrent même que c'est en partant chacun de notre côté avec les sensibilités qui sont les nôtres et en étant honnête sur ces sensibilités que, en fait, on arrivera à obtenir le plus de députés européens. Et l'enjeu, le 9 juin 2024, c'est bien d'avoir le plus de députés européens de gauche possible pour faire basculer l'Europe. Avant de laisser la parole aux camarades, parce que je sens qu'il y a des choses à dire et ils ont des choses à vouloir exprimer, j'aimerais te poser une question, Chloé, parce que ça m'intéresse et j'aimerais bien que tu nous répondes sur cette question-là, si tu es d'accord. Je me pose la question, pourquoi l'Europe t'intéresse, te fascine, te passionne? Je sais pas, tu vas nous dire si c'est les trois ou si c'est un de ces sujets-là, un autre sujet qui t'intéresse bien. Pourquoi l'Europe? Il y a quelque chose de fondamentalement profond dans ton éducation, ton parcours? Tu es né avec une certaine Europe?
Ah bah moi, l'Europe, c'est le sujet qui m'a toujours effectivement passionnée. En fait, depuis que je suis étudiante, j'ai toujours travaillé dans ma vie professionnelle sur les enjeux européens, sur les questions européennes, et j'ai toujours aussi réfléchi à ces questions. J'ai publié un livre il y a 1 an qui s'appelle D'une guerre à l'autre, l'Europe passe à son destin. Et donc l'Europe, bah, ça a occupé quand même une bonne partie de ma vie. J'ai travaillé à la Commission européenne, j'ai travaillé à la Direction générale du Trésor en France sur les questions européennes, j'ai participé aux négociations du Brexit, j'ai travaillé pour le gouvernement roumain pendant une courte période pour justement les assister, les aider, les appuyer dans leur présidence de l'Union européenne. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de choses. En lien avec l'Europe, et j'ai connu en fait, j'ai vu évoluer l'Europe pendant toute la décennie 2010, qui était une décennie de crise où en fait on essayait, on ne construisait pas, mais on essayait plutôt d'empêcher que les choses se défassent. Et donc le moment historique de bascule qu'on vit depuis quelques années me touche profondément, parce que là où j'ai été souvent désespérée de cette Europe qui fonctionnait mal, où régnait la désunion et la concurrence permanente, là j'ai l'impression qu'il y a un sursaut. Et j'ai l'impression qu'il y a du progrès, et que ce progrès, de plus en plus, il vient de notre capacité à nous, peuple européen, de coopérer, de se coordonner, de s'unir. Et donc ça me donne beaucoup d'espoir. Et ça continue de me passionner tout autant. Ça, c'est quelque chose que j'ai profondément en moi quand je suis dans une réunion et que autour de la table il y a tous les pays européens. Il y a un Italien, il y a un Espagnol, il y a un Polonais, il y a un Grec, il y a un Portugais. Je sais pas, je me sens chez moi, je me sens à ma place. Je sens une chaleur en fait. J'ai cette espèce d'émotion face à ce qu'on a réussi à construire en Europe. Je pense qu'il est unique au monde, c'est-à-dire un ensemble de nations qui, en plus, jadis se sont fait la guerre, qui arrivent à construire une organisation qui ne ressemble à nulle autre, qui n'est ni une confédération, ni une fédération, mais qui est une construction, une organisation d'États-nations qui coopèrent et qui construisent ensemble des politiques publiques au nom du bien commun et de l'intérêt général de leur peuple. Et je pense que c'est un modèle à l'heure notamment de l'urgence écologique, qui nous rend plus interdépendants que jamais, c'est-à-dire que la Terre est un système, est un corps unique, les pollutions ne connaissent pas les frontières, et quand on déforeste l'Amazonie, ça a un impact sur tout le monde, quand la Chine ouvre des mines à charbon, ça a un impact aussi sur tout le monde, et donc on n'a jamais eu autant besoin de coopération que dans ce monde-là, puisqu'on n'a jamais de fait été aussi interdépendant qu'à l'ère de l'urgence climatique. Donc on est dans un monde qui a besoin de paix, de coopération. Et quand je vois que, au contraire, il glisse de plus en plus vers le conflit, l'affrontement, le morcellement, je me dis que la voix des Européens n'est peut-être pas inutile dans ce monde-là, et qu'il faut tout faire pour la renforcer, cette voix. Merci Chloé. Emma, est-ce que tu veux réagir? Est-ce que tu souhaites réagir? Ouais, moi je voulais revenir sur les européennes et une potentielle liste commune, ou du moins une liste d'union entre ceux qui le voudraient. Chloé a parlé d'une Europe solidaire avec les mesures que l'Union européenne a pu produire, notamment le pacte vert, et d'une extrême droite qui progresse vite, trop vite. Simplement, si les partis de gauche, je pense à un moment donné, ne sont pas capables de montrer qu'ils partent unis aux européennes, sous prétexte que sur telle mesure et telle mesure, il y a une différence. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut parler de l'intérêt général, du lien de confiance avec l'opinion publique et de ce que ça va représenter pour les prochaines des échéances électorales, pardon. Quelle image ça renvoie quand on part séparé pour croire à une future liste d'union? On parle d'avoir le plus de députés européens possible au Parlement européen. Moi, je pense que pour ça, il faut partir unis, parce que on a vu ce que ça donnait au sénatorial, par exemple, alors qu'il y a un scrutin qui est différent, certes, mais à chaque fois, on a eu le même constat. C'est-à-dire que là, on aurait pu
en fait, on estime le nombre de sénateurs qu'on aurait pu avoir en plus à environ 10. Quel constat on fera après les européennes? On se dira qu'on aura loupé je ne sais pas combien de députés européens, ou alors en fait on se sera déchiré pendant la campagne des européennes. Et donc après, comment on reconstruit l'Union? Moi, c'est toutes ces questions que je me pose, et c'est encore une fois le lien de confiance avec l'opinion publique que ça donne. Voilà. Chloé, tu souhaites répondre? Bah moi je comprends parfaitement ces inquiétudes. J'ai les mêmes, c'est-à-dire que notre priorité à tous et notre ambition à tous, c'est quand même de parvenir à un candidat unique de la gauche en 2027, parce que là, effectivement, le mode de scrutin ne laissera pas le choix. Il faudra qu'on ait un candidat unique pour pouvoir se hisser au second tour. Et donc, c'est légitime d'avoir des inquiétudes sur voilà, les européennes, si on part séparés, on va se déchirer et ça va compromettre l'Union pour 2027. Bon, 2027, c'est encore loin. Entre les européennes et 2027, il y a d'autres élections, les municipales, les régionales, où là, ça aura du sens de recoller l'Union. C'est une possibilité. Et je dis aussi qu'il est possible de faire campagne sans s'étriper, en fait. Et j'invite à ce qu'on prenne exemple sur nos amis espagnols, sur les Allemands aussi, où en fait, vous avez en Espagne le Parti socialiste espagnol d'un côté, Sumar de l'autre, qui est l'équivalent d'Europe Écologie Les Verts / LFI, et ces deux partis qui gouvernent ensemble, ont fait campagne séparément, vont faire campagne aux européennes sur des listes séparées, mais plutôt que de s'attaquer l'un l'autre, ils attaquent ensemble la droite et l'extrême droite. Et le résultat de ça, c'est quoi? C'est que plutôt que leur voix s'annule, ils se font écho. Ils amplifient leur voix. Et donc nous pouvons réussir à faire une campagne chorale, à parler chacun de ce qui nous anime, de l'Europe que nous souhaitons, à nous mettre d'accord. C'est une proposition qu'a fait Olivier Faure sur des propositions que nous pourrons porter en commun. Et nous pouvons très bien, chacun avec des listes différentes, porter des propositions communes et aussi faire valoir les sensibilités qui sont les nôtres. Ça a quand même du sens, et c'est peut-être in fine plus démocratique de permettre aux électeurs de trancher eux-mêmes. Voilà, donc je crois en fait, je comprends les inquiétudes, je les comprends, je les partage. Mais je pense que ça peut bien se passer si on respecte les choix de chacun. De toute façon, les décisions ont été prises par des militants, donc il faut respecter ces décisions. Et qu'on essaie d'avancer dans le respect. Et honnêtement, si on arrive à faire ça, sans invective permanente, sans procès d'intention, je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à construire un chemin positif d'union pour 2027. On fait aussi le podcast Camarades toutes les semaines avec cette idée qu'on pourra être un terrain de discussion et de débat pendant les élections européennes. Je sens qu'il va y avoir un certain sport. Cyrine? Oui, moi, je rejoins Emma. J'entends ce que dit Chloé, mais bon, je vais pas faire dans la langue de bois. Je pense, quand même être réputée pour toujours dire ce que j'ai à dire et être cash et faire, de grandes phrases qui veulent rien dire. Ce que je vois me sidère, m'énerve complètement. Et là, je trouve qu'on est en train de faire passer des considérations politiques et des ambitions politiques au-dessus d'un intérêt. On a une extrême droite, selon les sondages, qui arriverait en tête en cas de liste distincte. Et nous, on arriverait bien derrière, il y aurait des groupes différents. Les sondages parlent d'eux-mêmes. Si on y va en NUPES, on aurait plus de voix. Dire l'inverse est faux. Enfin, mathématiquement même, logiquement, c'est impossible. Il y a plusieurs listes. Donc, une personne ne peut pas voter pour plusieurs listes. Elle va voter pour une liste. Donc, il y a une fracture des voix. C'est quelque chose dont on avait déjà parlé dans des épisodes de Camarades. Je pense que je t'en souviens, Baptiste. Mais on part bien plus gagnant si on part tous ensemble. Et selon moi, il y a bien plus intérêt à partir ensemble, et on a bien plus de mesures en commun. Au Parlement européen, on vote déjà 80% en commun. Enfin, là, pour moi, ce qui se passe, ce sont juste des considérations personnelles et politiques qui entrent en jeu. Europe Écologie Les Verts, ça les arrange bien quand il y a une NUPES au national,
parce qu'ils sont pas enfin, leurs meilleurs scores se font aux européennes, ne se le font pas aux nationales. Donc, quand il y avait les législatives, ils étaient bien contents. Maintenant qu'ils savent que ce sont les européennes et que c'est là où, en 2019, on avait parlé d'eux parce qu'ils avaient fait 12%. Enfin, on parle de 12% face à Macron et à Le Pen qui étaient à des vingtaines de pourcents, hein. Donc, ils disent, ah bah non, c'est l'élection où nous, on veut briller, donc on veut pas partager le gâteau. Ou ce soit pareil ensuite au sénatorial, c'était le PS qui a pas voulu parce qu'il y avait LFI sur pas mal de listes. Et Emma l'a très bien dit, hein, on a une dizaine de sénateurs en moins. On a une motion de censure qui a été rejetée, il me semble, à 9 voix près, à l'Assemblée nationale. Pour vous dire que le, un, un siège, ça compte. Ça peut faire la différence. Et que là, il y a juste des petites considérations politiques de moi j'aime pas les filles, moi j'aime pas ci, moi j'aime pas ça, donc nous on y va solo. Parce qu'on a un PS et une ELV qui sont assez forts aux européennes et qui donc, selon moi, s'enorgueillissent et se disent non, on y va. Je comprends qu'il y ait eu un vote en interne, mais avant même qu'il y ait le vote en interne, soyons honnêtes, le PS n'était pas non plus hyper pour, enfin, pour qu'il y ait une passe aux européennes. Et moi, je veux responsabiliser nos chefs de parti et dire que là, il y a une urgence. Et Chloé, tu l'as très bien dit, hein, il y a une urgence climatique, il y a une urgence sociétale. Elles sont fondamentales. Et là, si on y va séparer, ça sera de notre faute. Je reprends ce qu'a dit Emma par rapport au sénateur. On s'en est mordu les doigts. Là, on va s'en mordre les doigts. Sauf que le problème, c'est que là, on a une démocratie à maintenir, on a des droits à maintenir, et on a une Europe qui est en train de s'extrême droitiser. Donc là, le temps n'est plus aux petites considérations de non, mais sur ce point-là, on n'est pas d'accord, on n'a pas la même vision, moi je veux pas. On a la même vision. Sur certains points, on ne l'a pas, on est bien d'accord, sinon on serait un seul et même parti. Mais on a cette même vision de façon globale. Juste, va falloir un peu redescendre nos égos. Et quand il y a eu le forum européen des jeunes de la NUPES, moi franchement, j'étais très contente, j'étais très fière de faire partie de ces jeunes-là, hein, parce que enfin, avec Emma, on est chez les jeunes générations. Et que je balaye tout de suite toutes ces considérations de ils voulaient faire une liste de jeunes, c'est parce qu'ils voulaient être sur les listes. Je ne vais pas dire ce que je sais forcément, parce que c'était plus en off et on m'a demandé de pas le dire, et ça, je pense que ça raviverait. Si, tu peux le dire, c'est pas public, là. Et disons que ce sont ceux qui ont fait volte-face à une liste commune à la NUPES, qui sont là par ambition personnelle. C'est parce qu'on leur a dit on t'accorde un poste si tu fais volte-face qu'ils ont fait volte-face. Donc moi, j'ai envie que chaque personne se regarde devant le miroir et se dise est-ce que j'y vais pour mon ambition personnelle ou est-ce que j'y vais pour sauver la France et sauver l'Europe? Et juste voilà, sans nommer deux personnes, que ces personnes se responsabilisent et se disent que si on a une extrême droite qui est en toute puissance, moi je leur en voudrais, honnêtement. Je veux pas faire de chantage émotionnel, mais l'heure est bien trop grave en fait. Et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas être pour une liste commune. Bien sûr que moi, il y a plein de choses que je peux reprocher à LFI, avec lesquelles je suis pas d'accord. Et la preuve, je suis pas du tout dans leur mouvement. Pareil pour LV, pareil pour le PS. Mais moi, je préfère qu'on se concentre sur ce qui nous rassemble plutôt que sur nos différences. Parce que si on se concentre sur nos différences, on fait exactement pareil avec la droite et l'extrême droite. Donc ça voudrait dire totalement indirectement, qu'on chacun insulte d'eux. Non mais toi aussi t'es comme eux, donc je veux pas être avec toi. Moi je préfère qu'on se base sur les ressemblances. Et pour preuve, globalement dans l'histoire, on venait tous à peu près à un moment du même parti. Après il y a eu des mouvances différentes. On est parti pour certaines raisons, mais qu'on tire déjà les leçons de ces départs et qu'on dise même si on est parti et qu'on a des mouvements différents, on sait que dans le fond on est d'accord sur 80 à 90% du programme. Et moi je pense que c'est ce qui est le plus important et qu'on n'ait même pas eu ce temps d'échange. Il y a eu dans les jeunes, on a sorti le programme, mais qu'il n'y a même pas eu ce temps et qu'on ait une Marine Tondelier qui ne vienne pas, qu'on ait un Olivier Faure au tout début de la réunion. Nous on était tous en haut les jeunes, on reçoive sa lettre qu'il a adressée au chef de parti qui bizarrement est sorti au moment où il était pendant la réunion. Rapidement. Moi j'ai trouvé ça abject, vraiment. Je me suis dit mais à quel moment on peut faire ça? Enfin, si ta lettre était déjà prête, ton avis était déjà fait, donc tu laisses pas la place à tes camarades de la NUPES d'essayer de te convaincre ou même de t'accorder certaines choses.
c'est quoi, même si c'était le cas, bah, t'aurais au moins pu attendre après. Et je ne comprends pas le volte-face des Marafovic aussi, mais moi j'ai juste envie à toutes ces personnes qui sont contre la Nupes, et c'est pas la peine non plus de te moquer de moi par message, Abderrahim, hein. J'ai le droit d'avoir mon opinion, tout comme t'as le droit d'avoir la tienne. Je ne comprends pas qu'on puisse être contre une liste Nupes quand on sait que mathématiquement le schéma est super simple à faire, une seule liste versus plusieurs listes, et chaque personne ne peut voter que pour une seule liste. Donc moi je veux qu'on se rassemble plutôt qu'on se frite, parce que c'est ce que veut la droite. Elle veut qu'on soit dans la désunion parce que c'est là qu'elle gagne, que ça soit Macron, que ça soit même l'extrême droite. Donc moi franchement je suis assez dépitée. J'ai pas pour nature d'être défaitiste ou d'être pessimiste, mais là pour les européennes, c'est, passez-moi l'expression, je suis désolée, ça va être un shit show. Enfin vraiment, je vais regarder ces élections en ayant honte et en me disant, mais alors on a encore le temps de changer les choses. Moi je l'espère encore sur ça, mais ça va être n'importe quoi, et non juste un pacte de non-agression, ça change rien du tout. Même si on a beau se tenir la main et se dire on est des listes différentes, on est tous super copains, toujours est-il que les gens vont devoir voter que pour une seule liste. Et là on va avoir et tous les sondages le disent, hein, on va avoir un RN et un Renaissance qui vont être à je sais pas combien de pourcents, pendant que nous on sera derrière à se partager les miettes. Mais Donc ça c'est la problématique aussi, pardon, hein, c'est la problématique aussi oui, du fait que la NUPES est un ensemble de partis ou de ouais, mouvements politiques, et que chaque parti ou mouvement politique a aussi ses intérêts à défendre à l'instant T, et que tout ça est vivant, tout ça est élastique, et bien que sûr. les intérêts Oui, d'aujourd'hui oui. ne sont pas forcément les intérêts de demain. Juste pour finir avec Chloé, on refera un petit tour si vous voulez, si vous en êtes d'accord. Chloé, ce que dit Cyrine aussi, c'est que face au RN et FN, est-ce qu'il faut pas être front contre front vis-à-vis du Rassemblement national? Mais les amis, moi en fait, il y a plusieurs choses que je veux dire en réaction à Cyrine. Et encore une fois, moi j'aurais fait partie des gens qui auraient souhaité qu'une liste commune soit possible. Mais de un, c'est pas que une question d'ego. Pardon, mais il y a des sujets de fond qui posent sérieusement question. Moi, comme je vous le dis, voilà, tu l'as dit avant, Baptiste, j'ai beaucoup suivi la question ukrainienne, la guerre en Ukraine, etc. J'ai toujours écouté Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet dire des choses qui, pour être poli, me heurtaient profondément. En renvoyant dos à dos l'agresseur et l'agressé, en étant ambigu sur le soutien que nous devions à la résistance ukrainienne, etc. Je n'ai jamais entendu Jean-Luc Mélenchon s'excuser pour ses propos ou revenir dessus, même si on voit qu'il y a une évolution progressive de la position de LFI. Donc il y a des questions qui sont sérieuses, aussi sur les questions de défense, qui sont pas juste ce qu'on peut appeler des égos. Et moi, quand je suis sur les plateaux télé, je peux vous dire que les journalistes, c'est en permanence qu'ils vont me passer tel ou tel magnéto qui renvoie à tel ou tel propos tenu sur l'OTAN, sur l'Ukraine, etc. Et dans une campagne, ça aurait pas loupé. Je peux pas dire moi que je suis d'accord avec certains propos qui ont été tenus par LFI sur ce sujet. Donc c'est une question de sincérité aussi vis-à-vis des électeurs. Pour autant, je fais partie de celles qui pensent que ces divergences n'étaient pas insurmontables. On aurait pu en discuter, mais on n'en a pas discuté, les amis. Puisque, et chacun, on peut chercher des torts à tout le monde. Moi, je pense qu'effectivement, le fait que les écologistes soient tout de suite partis, ça n'a pas favorisé la discussion. Ça l'a même empêché. Mais voilà, on peut pas simplement dire que c'est un truc d'égo. Ça, c'est très important. Deuxième chose, c'est pas vrai de dire que on va avoir moins de voix avec des listes séparées à gauche. Là, pour le coup, c'est pas vrai parce que c'est un scrutin proportionnel, les amis. Donc, c'est pas parce qu'on est divisé que on va faire au global moins de sièges. Et le soir du 9 juin, on saura qui a gagné cette élection européenne en comptant le nombre de députés élus. Et si le total de députés de gauche est supérieur au total de députés d'extrême droite, alors la gauche aura remporté cette élection, sur le papier. Et comme tu le disais, Cyrine, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'avoir le maximum de députés de gauche au Parlement européen, parce que là-bas aussi, il y a des votes qui se jouent à deux députés près. Notamment récemment, un vote sur la restauration, la loi de la restauration de la nature, qu'on a arraché à quelques voix de députés européens près. Donc on n'a pas le droit, effectivement,
de jouer avec ça. Et encore une fois, les sondages montrent que si on assume les sensibilités qui sont les nôtres, on a plus de sièges in fine. Tous les sondages le montrent. Donc le discours qui consiste à dire que en fait on enverra moins de députés si on est séparés, ça c'est pas vrai. Voilà. Donc ceci étant dit, je partage les inquiétudes sur le reste. Je pense que la priorité au lendemain des élections européennes de 2024, c'est de réaffirmer l'union pour 2027 et de trouver un chemin pour y parvenir de toutes nos forces, parce que là pour le coup on n'aura pas le choix. Là pour le coup, c'est pas un scrutin proportionnel, c'est un scrutin majoritaire à 2 tours. Il y a un vrai danger que l'extrême droite le remporte, ce scrutin, donc il faudra s'unir. Et il faudra le faire sur un cadre clair, en espérant que, effectivement, les uns et les autres à la tête des partis politiques acceptent de se mettre sérieusement autour de la table. Merci Chloé, on arrive déjà à la fin de ce 9e épisode. Je sais, on a plein de choses à dire encore sur ce sujet-là, mais on aura l'occasion d'y revenir. Je vais poser la dernière question rituelle du podcast Camarades à notre invité, Chloé, à Abderrahim et puis à Emma pour terminer cet épisode. Chloé, quelle est pour toi ta vision, ta définition de la camaraderie? Qu'est-ce que c'est être camarade? Être camarade, c'est être côte à côte et regarder ensemble dans la même direction, dans le même but. C'est une phrase qui dit s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble vers la même direction. Pour moi, être camarade, c'est regarder ensemble vers la même direction, qui est la direction d'un monde plus juste, plus beau, plus paisible. Et être camarade, c'est ça, quoi. C'est se battre ensemble dans l'adversité. Et je crois que ça crée des liens très forts. Moi, je trouve que je suis toujours très émue, en fait, quand je suis avec d'autres militants. Je suis émue parce que je me dis, bah, on est tous portés par des convictions, par la croyance que on peut arriver à construire du progrès, à construire un monde meilleur. Et on est porté par un espoir, en fait, commun. Et je trouve que c'est quelque chose de très, très beau à partager. Et ça, bah, ça se trouve, la camaraderie, en politique, mais pas que. Aussi dans les associations, dans les entreprises. Bref, ça se trouve dans beaucoup d'endroits de la société, et je crois que c'est quelque chose de très précieux. On pourrait aussi appeler ça la fraternité, la sororité. Voilà, c'est quelque chose qu'on doit pas perdre, et qu'on doit vraiment chérir comme quelque chose de très précieux, parce que l'adelphité, dit Cyrine dans le chat, tout à fait. J'adore ce mot, l'adelphité. Ça peut, ouais, c'est un bon synonyme de camaraderie. L'adelphité, on est tous frères, sœurs, adelphes, et on se bat ensemble. Et donc, bah, il faut se serrer les coudes et pas se taper dessus en permanence. Ça, je suis d'accord. Dernier moment, merci vraiment d'avoir pris le temps pour ce 9e épisode de Camarades le podcast. Est-ce qu'il y a une camaraderie européenne, Chloé? Bah, bien sûr qu'il y a une camaraderie européenne. Enfin, je veux dire, il suffit de sortir d'Europe pour se rendre compte de à quel point nous, Européens, on partage beaucoup plus que ce qui nous divise. En réalité, il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent. On a un certain mode de vie, une façon de vivre, des valeurs, un ensemble d'institutions, une certaine vision de la justice sociale aussi, qui sont uniques au monde. Et demain, une certaine vision de l'écologie. Si les Ukrainiens sont prêts à mourir pour nous rejoindre, pour rejoindre l'Europe, c'est bien parce que ils veulent vivre comme nous. Et je crois qu'ils nous ont permis de réaliser à quel point le mode de vie que nous avons, eh ben, il est précieux, et qu'il n'y a que nous qui pouvons le protéger. Et donc pour ça, il faut se serrer les coudes, il faut être camarade en Europe aussi. Merci Chloé vraiment d'avoir pris le temps de cet échange et de cette discussion avec d'autres camarades. Abderrahim, quelle est pour toi ta vision, ta définition de la camaraderie? Qu'est-ce que c'est être camarade? Alors, moi, j'ai une vision un petit peu, je sais pas, je trouve ça que c'est un petit peu qui sort du lot, dans le sens où en fait, bah pour moi, un camarade, c'est pas juste quelqu'un avec qui je vais débattre de politique. Quand je pense à mes camarades, que ce soit au Parti Socialiste, chez les JS ou au PC ou ailleurs, c'est avant tout des personnes avec qui bah, on partage plus ou moins les mêmes idées, à quelques détails près, forcément. Je peux prendre l'exemple de Cyrine et de Emma. Voilà.
les bases, on est plus ou moins les mêmes, idées à quelques détails. Et je pense que c'est pas ce genre de détails qui doit littéralement nous mettre en PLS. Et que on doit pas prendre exemple sur nos chefs de parti qui font des guerres d'ego. Je pense à par exemple à Faure et notre ami Méluche et qui aiment bien se taper dessus. Moi j'aime bien quand on se tape dessus, y a pas de souci. Tous les camarades JS qui me connaissent savent très bien que quand il y a de la castagne, j'adore ça. Maintenant, je préfère quand la castagne est en interne. Voilà. J'ai déjà eu plusieurs débats, plusieurs désaccords avec pas mal de camarades, et j'ai jamais aimé quand cela sortait à l'extérieur, parce qu'en fait, l'espoir à 2027, il est à gauche. En 2027, il faut que nous on puisse récupérer la confiance des Français, et pour cela, en fait, on doit être des camarades, on doit pouvoir travailler ensemble, pas forcément derrière une personne. C'est un petit peu le problème de la NUPES qui a été clairement personnifié avec Mélenchon. Et en fait, un camarade pour moi c'est plus un compagnon de route. Voilà, c'est plus quelqu'un avec qui je vais passer des moments, que ce soit en politique ou apolitique, boire un verre, faire des sorties. Ça arrive très souvent. Je pense par exemple à mes camarades montpelliérains que tu connais, Baptiste. Que ce soit Victor Certain, Romain Gourdin et tout ce qui va avec, toute l'équipe des JS34. Pour ma part, c'est des camarades, c'est limite même des amis, parce que j'arrive à les voir même en dehors de la politique pour faire des activités, pour sortir. Et je pense que si tous les camarades se mettaient à pouvoir se fréquenter hors cadre politique, ça apaiserait énormément les tensions et ça permettrait de créer une cohésion d'équipe encore plus grosse, dans le sens où en fait, si tu passes du temps avec quelqu'un, t'auras moins envie de t'accrocher avec lui d'une manière violente, et vice versa. Donc la personne prendra un petit peu plus de pincettes pour discuter avec toi de sujets où vous n'êtes pas d'accord, et pareil pour toi. Donc voilà, je pense que la camaraderie c'est vraiment un énorme ensemble, et je pense que sans camarades on n'avancera jamais. Donc voilà. Merci beaucoup, j'espère t'avoir dans un prochain épisode du podcast Camarade. Emma, merci d'avoir été là déjà, et puis quelle est pour toi ta vision, ta définition de la camaraderie? Qu'est-ce que c'est être camarade? Alors, c'est vrai que j'avais jamais réfléchi à ce qu'était pour moi la définition d'un camarade. Moi, je pense que c'est simplement, déjà forcément quelqu'un avec qui on partage des valeurs, avec qui à un moment donné on partage des choses, on partage des débats, on partage des réflexions, des arguments qui, même s'ils ne sont pas les mêmes, en fait, construisent derrière toute notre réflexion future. Et puis je pense que c'est quelqu'un qui à un moment donné partage notre route, fait un bout de chemin, parce que effectivement politiquement on va être amené à se croiser, ou même professionnellement on va être amené à travailler ensemble, dans les études, depuis l'école on nous parle de camarades. Je pense que c'est ça, c'est quelqu'un qui à un moment donné partage notre vie, notre valeur et notre chemin. Voilà. Merci Baptiste. Merci Emma d'avoir été là. Semaine prochaine, nouvel épisode avec un autre invité. On va essayer d'alterner hommes et femmes, et puis on va essayer de faire 1 à 2 invités par mois. C'est toujours intéressant, mais je sais que c'est aussi un petit peu frustrant pour les camarades présents, parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion dans ce moment d'échange de dire tout ce qu'ils ont à dire. Donc je vous invite à revenir, et n'hésitez pas à dire à d'autres camarades de votre mouvement, de votre parti ou ailleurs de venir participer et débattre. Merci et à très bientôt. Camarades, le podcast. Premier podcast avec des débats et des discussions entre camarades de toute la gauche.